Je suis vraiment heureuse de te retrouver avec un sujet axé sur ton mindset, ton état d'esprit et la résilience. Le rejet, ça fait peur. En zoothérapie ou ailleurs, cette peur nous empêche de faire tellement de choses. J'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs, puis de leaders, puis tous, peu importe le niveau de succès, rencontrent encore des blocages face au rejet. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, j'ai beaucoup réfléchi à mon parcours jusqu'ici, puis j'aimerais te partager 3 idées majeures en lien avec notre relation au rejet. Quand je repense à mes débuts de denturologiste jusqu'à la création de mon entreprise dans mon salon, en passant par tous les refus et les obstacles, ce qui m'a permis d'évoluer dans ma façon de penser et de rester résiliente, c'est vraiment le fait de transformer ma relation personnelle avec le rejet. On cherche tous l'amour et l'appartenance, puis le rejet, c'est l'inverse. Puis pourtant, changer notre rapport au rejet, ça peut transformer nos vies, nos relations, en affaires, nos rêves. Et voici les 3 idées qui ont changé la donne pour moi. Idée numéro 1. Reste ouvert d'esprit. Le rejet est une victoire. Bon, je sais, ça peut sembler étrange, mais écoute-moi bien, beaucoup de gens restent dans leur zone de confort pour éviter d'être rejetés, jugés ou vus en train d'échouer. Ils ne deviennent jamais la personne qui était censée être. Si tu es une de ces rares courageuses qui poursuit sa mission, sa vocation, alors tu as forcément dû recevoir des non. Ou tu vas les recevoir. Tous les grands, tous les gens qui ont marqué l'histoire ont été rejetés. Le rejet fait partie du processus. Fait que j'ai donc choisi de voir chaque refus comme une preuve que je suis sur le bon chemin. Parce que chaque non, c'est une victoire parce que ça prouve que j'ai eu le courage de sortir de l'ombre, de me montrer, de servir avec cœur. Je peux te donner des centaines d'exemples personnels, que ce soit lors de lancement de mes premiers programmes en zoothérapie avec mes perroquets à Saint-Rémy ou lorsque j'ai créé la formation en zoothérapie. Mais je vais te partager un qui est particulièrement marquant. Quand j'ai lancé mon entreprise avec mes perroquets dans mon salon, j'étais loin d'imaginer que le projet vivrait pas de succès tout de suite. Moi, je croyais que si mon produit, mes services, mes idées étaient bonnes, si ma vision était claire, si je croyais de tout cœur, ça allait fonctionner immédiatement. J'étais absolument pas préparée aux dizaines et plus de refus que j'allais recevoir dans les premières années. Même si peu de gens achetaient, j'ai tenu bon, puis chaque refus, c'est devenu un rappel de mon courage. Il y a même des experts que je mettais sur un piédestal qui me disaient qu'ils ne croyaient pas à mon projet. Puis ça, j'étais pas prête à l'entendre non plus. Quand les noms ont commencé à s'accumuler, ça faisait mal. Évidemment, c'est facile dans ces moments-là de douter de soi, de se dire, peut-être que mon intuition se trompe, là. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut. Mais à chaque fois, je me reconnectais à mon intuition, puis elle me disait toujours, t'es censé faire ça. Puis je le ressentais profondément. Alors, j'ai pris une décision. Là, j'ai fait un virage mental, puis j'ai choisi de reprogrammer mon rapport au rejet. Je me suis dit, puisque je suis censée mettre cette idée-là en place, cette mission, ce produit au service du monde, même si c'est dur, même si ça ne fonctionne pas encore, je vais continuer. Donc, chaque fois que je recevais un nouveau refus, exemple, je me faisais dire, c'est beau, mais on ne veut pas payer pour ce service-là. Ou, moi, là, je voulais plus un spectacle de perroquets. Mais là, moi, ce rejet-là, c'était une victoire. C'est encore une preuve que je suis l'une des rares personnes à avoir le courage d'aller au bout de ma mission puis de ne pas flancher. Fait que j'ai décidé que chaque rejet était un rappel de ma mission. Puis là, ce changement de perspective, ça a vraiment réduit ma peur. J'avais moins peur du rejet parce que je l'avais redéfini. Fait qu'imagine-toi, si toi aussi, tu pouvais faire ce simple changement mental. Chaque fois là, que tu publies quelque chose sur tes réseaux, puis qu'il n'y a pas de réaction, chaque fois que personne commente, chaque fois qu'un client te dit non, chaque fois que tu ressens un mini-rejet, imagine que tu te dises, c'est une victoire parce que je suis en train de me montrer, de partager, de créer, de servir. Alors là, écris ça sur un bout de papier ou dans ton journal, là, le rejet est une victoire. Le rejet est une victoire. Idée numéro 2. Le rejet est le reflet d'eux, pas de toi. Quand quelqu'un te dit non, que quelqu'un ne croit pas en toi, veut pas t'inclure ou te soutenir,
c'est pas un reflet de ta valeur, c'est un reflet de leur propre état intérieur, de leur vision limitée, de leur peur, de leur cadre de référence. Je vais te partager un exemple. Pendant longtemps, des entreprises ont rejeté ma marque, encore et encore. Puis je comprenais pas pourquoi. Mon service était innovant, j'avais une mission, changer un humain et un animal à la fois en les unissant avec authenticité, créer une connexion pour une transformation. Pour moi, même à l'époque, ça semblait évident que le monde avait besoin de se connecter, se reconnecter à la nature, puis que l'animal est le pont. Mais chaque expert, chaque investisseur, chaque décideur à qui je présentais l'idée me répondait que ça ne marcherait pas. Puis que, en fait, ce que ça voulait vraiment dire, c'est on ne pense pas qu'on va gagner de l'argent avec toi. C'est ce que ça signifie un refus commercial avec un investisseur. Mais j'ai pris une décision. À chaque rejet, j'écoutais mon intuition. Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est un retour qui est utile? Puis si ce n'était pas utile, je ne le prenais pas personnellement. J'ai commencé à me dire, ce rejet-là, c'est pas le reflet de mon potentiel, mais le reflet de leur manque de vision. Puis là, je vais être franche, parce qu'on est entre nous, puis qu'on parle de mindset avancé, j'ai commencé à croire que si ils voyaient pas ce que je voyais, c'était pas parce que j'étais inadéquate, mais parce qu'ils étaient limités dans leur propre perception. Cette distinction est vraiment libératrice. Ça m'a permis de continuer sans tout prendre personnellement. Parce que si tu prends chaque refus comme une attaque contre ta valeur, tu finis par douter de toi, tu te censures, voire t'abandonnes. Puis je sais que beaucoup parmi vous même peuvent se sentir aussi rejetés par des proches, des partenaires, des amis qui ne les soutiennent pas. Mais il faut que je te dise que même quand j'ai fondé Zoothérapie Mauricie, certaines personnes de mon entourage, ma famille, mes amis, ils étaient tièdes à l'idée. Et ils aimaient ça, oui, mais ils ne voyaient pas le projet comme une entreprise viable, là, pas du tout. Ils voyaient ça quelque chose de réel, mais c'est tout. Ça aurait pu me blesser, mais j'ai choisi de le voir comme un reflet de leurs propres limites, pas des miennes. Parce qu'ils n'étaient pas capables d'imaginer un succès de cette ampleur. Quand on comprend que le rejet reflète l'autre et non pas nous, ça devient moins douloureux. Puis surtout, on devient plus résilient. On ne s'effondre plus à chaque non. Chaque fois qu'un organisme important me disait non, je ne le prenais pas personnellement. Je me disais, OK, c'est pas le bon moment, mais un jour, ça va être un oui. Fait que je continuais à me comporter comme si c'était déjà un oui. Fait que même après 3 ans de refus, je leur écrivais encore à chaque nouveauté, chaque bon coup. Un jour, vos résidents, vos usagers, patients vont avoir la chance de bénéficier de ce service-là. Pendant 3 ans, ils ont refusé de collaborer, mais j'ai continué à croire qu'ils changeraient d'avis. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis je pense qu'ils ont fini par dire oui, en partie, parce que j'ai jamais cessé d'y croire. Ils se sont dit, ça y croit autant que ça, son projet, il doit avoir quelque chose là. Mais si j'avais pris chaque non comme un échec personnel, j'aurais probablement tout arrêté, là. Fait que là, écris dans ton journal, là, ou sur ton petit bout de papier, le rejet est un reflet de leur réalité, pas de la tienne. Le rejet est un reflet de leur réalité, pas de la tienne. Idée numéro 3. Le rejet est une protection divine. Tu peux l'appeler, appelle ça Dieu, l'univers, simplement la vie. Mais le rejet, c'est souvent une protection déguisée. Dans ma vie, j'ai vu encore et encore que chaque rejet, ça m'a protégé de quelque chose qui n'était pas aligné. À l'époque, j'ai eu une collaboration de travail, quelqu'un que j'estimais beaucoup. Une personne très compétente pour qui j'aimais présenter des idées, aller au-devant pour dénicher des projets, des clients. Mais lorsque l'opportunité de lier nos forces s'est présentée, cette personne a dit catégoriquement non. Pas question d'affilier mon nom à quelqu'un d'autre. Ça a été la réponse. J'en étais très blessée, je dois l'avouer. Mais tu sais quoi? Si cette personne avait dit oui à l'époque, j'aurais probablement travaillé puis laissé aller mes idées pour presque rien. Parce que j'étais insécure dans mes démarches, j'avais pas l'assurance. Puis grâce à son rejet, j'ai gardé le contrôle de mes projets. J'ai pu rester fidèle à mes valeurs, ma mission, puis prendre les bonnes décisions pour moi. Parce que Zoothérapie Mauricie n'existerait même pas.
Le rejet, c'est parfois un cadeau qu'on comprend seulement avec le recul. Alors, écris ces mots. Le rejet est une protection déguisée. Écris-le, je veux que tu le retiennes. Le rejet est une protection déguisée. Tu sais, les gens qui réussissent, ceux qui réussissent le plus sont ceux qui ont échoué le plus. Parce que c'est eux qui essaient le plus. Puis je peux absolument pas passer sous silence que le ridicule ne tue pas. Si c'est quelque chose qui te tient à cœur, là, ton projet, c'est un rêve pour toi, t'es passionné, ça t'allume, tu dois accepter de commencer en tant que débutant. C'est tout. Sois à l'aise avec ça. Accepte d'être pas si bon que ça au début. Peut-être carrément nul à certaines tâches, là, regarde. Puis quand j'ai fait ma première intervention en zoothérapie, mais surtout, mes premières offres de service, j'étais pas à l'aise du tout. J'étais pas vraiment bonne. Pourtant, j'ai fini par jouer dans la cour des grands. Mais toute ma première année, là, j'étais certainement pas la meilleure, je te le dis. Donc, oui, j'avais l'air d'un chien dans un jeu de quilles. C'est comme jouer aux échecs sans connaître les règles. Tout le monde te bat encore et encore. Mais tu continues à te présenter. Au point qu'il y en a qui te demandent « Pourquoi tu fais ça? » Tu réponds « Mais j'ai une mission. » Puis le fait de me présenter, quand même, malgré tout, ben, ça m'a permis avec le temps de me raffiner. Puis si j'avais jamais commencé en acceptant de me sentir incompétente, jamais j'aurais pu devenir excellente. C'est pourquoi aujourd'hui, je doute jamais de ma capacité à devenir bonne dans quelque chose. Fait que toi aussi, en réfléchissant à ton propre parcours, accepte d'avoir l'air ridicule au début. Essaie pas de défendre une identité, une image de toi que tu penses devoir maintenir. Personne d'autre s'en préoccupe à part toi. Fait que si tu restes accroché à cette image-là, tu prives le monde du cadeau de qui t'es, toi. Adopte ce changement de perspective pendant que tu avances dans ce nouveau chemin-là. Pour moi, c'est probablement la partie la plus importante de tout ce processus. Tu vas devoir faire des choses non reconnues, non célébrées, pas glamour du tout, souvent incomprises. Moi, j'appelle ça le travail dans l'ombre. Dans tout ce que je fais autour de l'identité, j'ai compris que tout mon futur est ancré dans cette notion-là. Parce que si quelqu'un veut transformer qui il est, il doit d'abord se demander qu'est-ce que ça implique de devenir cette personne-là? C'est bien simple. Il faut devenir la personne qui fait les choses. Puis cette identité, elle se construit dans le noir, dans les moments que personne ne voit. Ce travail-là, c'est ce qui te permet ensuite de briller en pleine lumière. Fait que quand tu te montres en tant que zoothérapeute, orateur, auteur, parent, coach, PDG, vice-président, peu importe, c'est toi qui brilles dans la lumière. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est tout ce que tu as fait dans l'ombre. C'est ça qui fait la différence. Tous les gens qui réussissent, sans exception, sont là où ils sont parce qu'ils ont fait quelque chose que les autres n'ont pas voulu faire. Puis c'était pas sous les projecteurs. Il n'y avait pas d'applaudissements. Il n'y avait pas d'encouragement. La plupart du temps, les gens leur demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais? » Puis c'est pareil pour tout le monde. Si tu refuses de faire ce travail-là, tu n'arriveras jamais à un point où tu pourras briller avec légitimité. Parce que c'est dans ces moments de lumière que là aussi, tu vas être confronté à un doute. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Ou alors, tu vas être confronté à l'opposition. Quelqu'un d'autre veut le même poste, la même opportunité, la même entreprise. Puis dans ces moments-là, tu dois puiser à quelque part pour continuer. Tu dois avoir cette énergie, une énergie dense, puissante. Fait qu'observe les personnes d'exception dans les moments de grande pression. Elles ne cherchent pas un état de légèreté puis de joie, même si on peut le faire dans la joie, mais on dirait qu'elles entrent dans une forme de concentration extrême, presque viscérale. Leur regard change, leur présence devient plus dense, comme si elles accédaient à une version plus profonde d'elles-mêmes. Puis, ce qu'elles se disent intérieurement, c'est souvent quelque chose comme « Hey, j'ai trop travaillé dans l'ombre pour qu'on me prenne ce que j'ai mérité en pleine lumière. » Ces moments-là, ça leur appartient. Elles l'ont gagné à force d'efforts silencieux, de nuits sans reconnaissance, de remise en question, de constance, malgré le doute ou les critiques. Puis c'est cette force forgée dans l'ombre, à l'abri des regards, qui devient un appui puissant quand tout est en jeu.
Puis toi aussi, tu dois cultiver ce que j'appelle la conviction d'avancer coûte que coûte. Parce que chaque fois que je me présente dans un espace plus difficile, plus exigeant, bien, je dois me rappeler que je suis prête. Pas nécessairement à affronter quelqu'un d'autre, mais souvent faire face à moi-même. Mes doutes, mon manque de confiance, ma fatigue, cette impression de stagner malgré les efforts. Parfois, le plus grand obstacle, bien, c'est toi. Puis si tu as fait ce travail intérieur quand personne ne te regardait, bien, tu ne te laisseras pas tomber, puis tu ne vas pas t'abandonner. C'est ça la différence entre quelqu'un qui essaie vaguement et quelqu'un qui s'est engagé pleinement. Celui qui a sacrifié, répété, ajusté, persévéré en silence pendant des années. Quand la tension monte, quand l'incertitude est à son comble, bien, c'est celui-là qui tient bon. Parce qu'il ne s'appuie pas seulement sur sa motivation du moment, mais sur une force plus profonde, une force bâtie dans l'invisible. Puis si toi aussi, tu fais ce travail discret mais essentiel, il émergera dans ta vie quelque chose de radicalement différent, quelque chose de précieux, d'inattendu, d'unique. Alors écoute, la prochaine fois que quelqu'un te dit « Ben moi, je l'ai essayé puis ça n'a pas marché », rappelle-toi, ça parle d'eux et pas de toi. Alors, tu crois que quelqu'un a besoin de voir cette vidéo ou entendre ces mots, mais partage avec le lien. Au revoir.